De la civilisation de Kouch. On avait expliqué que les Kouchites avaient vécu dans le nord de l'actuel Soudan et qu'ils étaient appelés Nubiens par les anciens Égyptiens. On s'est donc intéressé de plus près à leur histoire et on avait pu voir qu'ils ont perduré pendant plus de 25 siècles, durant lesquels ils ont développé 3 grands royaumes. Il y eut tout d'abord le royaume de Kerma, qui a existé de moins 2500 à moins 800 avant Jésus-Christ. Puis est ensuite apparu le royaume de Napata, qui s'est maintenu du 8e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et enfin est arrivé le royaume de Méroé, dont la domination s'est étendue du 3e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle de notre ère. C'est de ce 3e royaume dont on va parler dans cet épisode Focus. Nous allons nous arrêter sur le rôle que jouaient les femmes dans cette civilisation antique. Lorsque l'on s'intéresse aux habitants de Méroé, on est directement frappé par l'importante place qu'ils accordaient aux femmes au sein de leur société. Cette importance se manifeste tout particulièrement par l'existence du titre de Candace. Ce terme peut être traduit par l'expression de reine-mère, bien qu'on ait du mal à lui trouver une signification précise en raison de nos connaissances encore lacunaires de l'écriture méroïtique. Ce titre n'est nullement honorifique. Bien au contraire, il atteste du rôle primordial que jouent les femmes à tous les échelons de la vie sociale. On a par exemple, dès le IVe siècle, la mention d'une Candace faisant face à Alexandre le Grand en 332 lors de son incursion en Égypte. Si son nom n'est pas cité, il est dit qu'elle se serait dressée contre le conquérant macédonien du haut de son éléphant et serait allée jusqu'à le faire battre en retraite. Ces femmes puissantes sont également évoquées au sein de la Bible dans le 8e chapitre des Actes des Apôtres. Il est raconté que le trésorier d'une Candace avait été converti au christianisme par l'apôtre Philippe. Tout au long de l'histoire de ce royaume, de nombreuses femmes à l'aura manifeste se succèdent dans les hautes sphères du pouvoir. Mieux, et c'est là que ces Candaces démontrent toute leur influence. Au 1er siècle avant notre ère et au siècle d'après, 3 femmes accèdent à la position suprême et se retrouvent à exercer leur autorité sur la totalité du territoire de Méroé. Il s'agit d'Amanirenas, d'Amanichaketo et d'Amanitar. Pour ce qui est d'Amanirenas et d'Amanichaketo, c'est elles qui dirigent directement le royaume couchite sans qu'il y ait de roi à leur côté. À la différence de celle-ci, Amanitor dirige conjointement le royaume de Méroé avec Natakamani. Les raisons qui ont conduit ces 3 Candaces sur le trône restent assez floues. Cependant, nous savons qu'Amanirenas ainsi que sa fille Amanichaketo ont toutes deux pris le pouvoir au 1er siècle avant notre ère. Ces 2 femmes se sont distinguées par leur charisme et leur bravoure sur le champ de bataille. Car oui, les Candaces étaient des femmes qui n'hésitaient pas à monter en première ligne lors des guerres. Les textes racontent que la reine Amanirenas est née entre l'année 60 et 50 avant notre ère. Elle prend la tête de l'empire à la suite du roi Térédéka. Cette fois encore, les sources ne sont pas très précises, car on ne sait pas s'il s'agit de sa femme ou de sa fille. En l'an 30 avant notre ère, alors que les Romains pénètrent sur le territoire égyptien, Amanirenas, dont l'empire s'étend jusqu'à l'extrémité de la Haute-Égypte, décide de monter une armée afin de faire barrage aux envahisseurs. Craignant que les Romains annexent son empire par la suite, elle rassemble ses soldats et engage une offensive contre les forces du général Petronius. Rapidement, son action s'avère être particulièrement efficace. Les expéditions qu'elle mène sont si victorieuses qu'elle parvient même à atteindre la cité de Syène, qu'elle pille et saccage avec son armée. L'historien grec Strabon décrira Amanirenas comme étant une guerrière féroce à un seul œil. Ayant participé à un grand nombre de combats tout au long de sa vie, il est possible que ce soit à l'occasion de l'un d'eux qu'elle ait perdu un de ses yeux. À sa mort, aux alentours de moins 28, c'est sa fille Amanichaketo qui la remplace. En première ligne sur le front, parée de ses bijoux, Amanichaketo est une reine guerrière. Elle poursuit la campagne lancée par sa mère contre les troupes romaines à partir de moins 24. Sur leurs éléphants, les Couchites, forts de près de 30 000 combattants, emportent tout sur leur passage. Ils pillent et dévastent la cité de Philae et vont jusqu'à la ville d'Éléphantine. Elle revient de ses différentes campagnes avec la tête de la statue d'Auguste qu'elle enterre sous les marches d'un temple. Le symbole est fort. À chaque fois qu'un Couchite gravit ces marches,
il piétine indirectement la tête de l'empereur romain. En moins 21, les Koushites de Méroé et les Romains s'entendent sur la conclusion d'un traité de paix. Cet accord est une réussite pour Amanichaketo car il est très avantageux pour les Koushites. Comme sa mère, Amanichaketo a brillé par son courage sur les champs de bataille. À l'image des deux autres Candaces, Amanitor connaît également un règne marquant, mais pour différentes raisons. Cependant, les sources sont confuses en ce qui concerne ses dates de naissance et de mort. Son règne a été extrêmement prospère, en témoigne la richesse des biens retrouvés au sein de sa pyramide. Ce trésor est aujourd'hui exposé au musée de Berlin. Là où Amanirenas et Amanichaketo incarnaient plutôt le symbole de la reine guerrière, exemple de bravoure n'hésitant pas à monter au front, Amanitor peut, elle, être qualifiée de reine bâtisseuse ou restauratrice. Déjà, elle n'exerce pas le pouvoir seule, puisque Natakamani, qui pourrait être son fils, son frère ou son mari, règne sur un exact pied d'égalité avec elle. On assiste donc à une co-régence. Celle-ci a lieu au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est la seule certitude que l'on a. Au cours de son règne, on remarque un certain retour aux influences égyptiennes au sein du royaume. Cela se traduit alors par une vaste campagne de restauration, notamment de temples d'Amon à Napata, Naka et à Méroé. Surtout pour sa période méroïtique, la société couchite échappe encore à notre compréhension. Des avancées sur nos connaissances de l'écriture méroïtique pourraient nous permettre de découvrir les nombreux secrets de ce royaume. Plus particulièrement, la vie de ces mystérieuses Candaces. Nous sommes au XVIIIe siècle, dans cette partie de l'Afrique nommée Zululand, située dans l'Afrique du Sud actuelle. Tout commence lorsque le prince des Zoulous, Senzangakona, rencontre Nandi Bébé, fille du défunt chef de la tribu des Elengani. Ce n'est pas sans insistance que le chef tentera de séduire la jeune orpheline le jour de leur rencontre. La jeune femme est connue pour avoir une extrême estime d'elle-même, et pour cause, Nandi est de loin l'une des plus jolies jeunes femmes de la région. Élancée, à la démarche féline et au port de tête majestueux, ses formes généreuses et si bien proportionnées ne laissent aucun jeune homme indifférent à son passage. C'est donc un défi de taille que Senzangakona, prince des Zoulous, se décide de relever lorsqu'il rencontre enfin celle dont tout le monde parle. La jeune femme qui vient puiser de l'eau dans la rivière feint ne pas avoir aperçu ni même entendu ce chef à l'allure guerrière, à la stature impressionnante et au visage à faire fondre n'importe quelle jeune femme de la région. Après qu'il ait à maintes reprises prononcé son prénom, Nandi daigne enfin relever la tête et jeter vers ce chef audacieux un regard interrogateur. Elle sait qui il est, mais elle se doit de lui obliger à se présenter comme tout inconnu qui oserait, pour une raison ou pour une autre, troubler ses occupations journalières. Senzangakona se présente comme étant le prince des Zoulous et lui fait comprendre son attirance. Mais Nandi lui fait comprendre à son tour qu'elle n'est nullement impressionnée par son rang et qu'elle n'a pas de temps à accorder à un plaisir éphémère. Le prince lui promet alors une relation plus sérieuse et qui aboutirait à une union conjugale. Pour cette raison uniquement, Nandi accepte de se laisser aller. Pourtant, lorsque Nandi tombe enceinte, les anciens et conseillers de Senzangakona expliquent au prince la gravité de la situation qui se présente. Il a beau montrer tous les signes d'un homme éperdument épris et amoureux, il est hors de question qu'il pense un seul instant à prendre comme troisième épouse Nandi. Même si les deux premières épouses ne lui ont pas encore donné d'enfant, l'enfant qui se trouve à présent dans le sein de Nandi n'est rien d'autre qu'un bâtard, car conçu en dehors des liens du mariage. Pour un prince, épouser une femme enceinte est non seulement inadmissible, mais il s'agit d'une infraction grave des coutumes zoulous. Obligé de se soumettre aux traditions de sa tribu et encouragé par la nouvelle de la grossesse de l'une de ses femmes au même moment, Senzangakona coupe tout lien avec Nandi, l'abandonnant ainsi seule face à sa grossesse. Dans la tribu des Elengani, elle devient un sujet de vergogne et de mépris. C'est une prêtresse qui recueillera Nandi et lui fera comprendre que sa grossesse n'a rien d'une calamité, mais que l'enfant qu'elle porte est celui d'une grande prophétie annoncée depuis des temps anciens.
Une prophétie selon laquelle un grand chef naîtra de la tribu des Zoulous et révolutionnera toute la partie du sud du continent africain. La prêtresse lui fera comprendre que l'orgueil qui lui est reproché est finalement légitime, car elle deviendra une grande reine et le fils qu'elle porte un grand roi. Nandi s'accrochera à ces paroles prophétiques dès cet instant et pour le restant de sa vie. Senzangakona, fatigué des rumeurs circulant à son égard et au sujet d'un fils illégitime et d'une femme abandonnée, change finalement d'avis et décide d'épouser Nandi. Il décide de l'accueillir, elle et son fils Chaka dans son kraal. Nandi accepte d'épouser le chef et de devenir sa troisième épouse, mais chose encore jamais faite auparavant. Lors des cérémonies du mariage, c'est la future épouse elle-même qui négocie devant l'époux le montant de la dot et le prix du rachat de l'enfant illégitime. Toute la tribu Zoulou est surprise de constater l'audace et le courage de celle qui savait déjà qui elle était et qui était son fils. Senzangakona, quelque part humilié devant tout son clan par cette femme effrontée et sûre d'elle, celle qu'il devait séduire quelques mois avant à la rivière, cédera en tenant fièrement l'enfant dans ses bras. $50. 55. Nandi. 20. 55. 25. 55. What makes you think you're worth that much? I am. And so is he. So be it. 55. La place de Nandi en tant que troisième épouse du chef ne lui sera pas de tout repos. Elle enfantera un deuxième enfant, une fille, mais Senzangakona n'aura jamais oublié l'humiliation que lui avait causée Nandi lors de la cérémonie de la dot. Il manifestera ce ressentiment par des actes d'humiliation envers Nandi et devant toute la tribu à chaque grande cérémonie, au grand plaisir des autres épouses qui la haïssent. Nandi décidera finalement de fuir avec les enfants et de retourner dans sa tribu, chez les Elengani. Mais l'accueil n'a rien de chaleureux. Le chef de la tribu se sent forcé de reprendre cette jeune femme qui jadis avait été un sujet de honte et qui désormais quittait son époux avec 2 enfants et sa mère. Le scénario des insultes, des coups bas, des railleries qu'ils auront connues dans la cour Zoulou reprendra de plus belle chez les Elengani. Nandi est traitée au même titre qu'une simple traînée, une femme dont l'orgueil fait finalement la risée de tout le clan. Chaka, quant à lui, ne demeure pas moins qu'un enfant né hors du mariage et rejeté par les autres enfants du clan. Mais il gardera ce côté protecteur vis-à-vis de sa mère et n'hésitera jamais à frapper violemment quiconque s'en prendrait à elle. Un jour, Chaka se fait frapper à mort par les jeunes de la tribu, et pour Nandi, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle décide une fois encore de prendre ses enfants et sa mère et de s'en aller. Never again will he leave an enemy behind. Le voyage sera long et pénible, et sa mère, déjà âgée, mourra pendant le chemin. Nandi, abattue mais pas découragée, l'enterrera elle-même et poursuivra le chemin avec ses 2 enfants. Nandi et ses enfants seront recueillis par Dingis Wayo, chef de la tribu des Mtetwa, qui autrefois avait voulu épouser Nandi. L'amour qu'il avait eu pour Nandi ne s'était pas éteint,
Sans hésitation, il ouvrira ses bras à cette femme aux traits fanés, au visage épuisé par le voyage, accompagnée de 2 jeunes gens aux yeux et aux lèvres trahissant la faim et la soif. Nandi l'orgueilleuse et la prétentieuse s'était encore une fois rabaissée pour l'honneur de ses enfants. Dingiswayo prendra soin de Nandi et de ses enfants comme s'ils étaient les siens. Il lui redonnera sa beauté et pour une fois, depuis bien longtemps, Nandi se sentira à l'aise quelque part. Dingiswayo finira par remarquer le caractère courageux et les capacités guerrières remarquables de Shaka. Il entraînera le jeune homme dans son armée jusqu'à ce que la renommée de Shaka se fasse entendre partout. Cette renommée arrivera jusqu'aux oreilles de son père, Senzangakona, qui soudainement se demandera pourquoi un étranger devait bénéficier du courage et des capacités de guerrier de son propre fils. Il décidera alors d'aller lui-même récupérer son fils chez Dingiswayo, et uniquement son fils, refusant de récupérer Nandi. Shaka acceptera le retour, mais en ayant une idée stratégique en tête, en apprendre un maximum sur le fonctionnement de l'armée zoulou. Après l'avoir intégré et montré ce dont il était capable, le père lui confiera la direction de l'armée. Shaka refusera d'accepter, mais dira au roi qu'à cause de la souffrance et de l'humiliation qu'il avait fait endurer à sa mère, il reviendrait se faire lui-même chef de l'armée et aussi chef des Zoulous en arrachant le trône de force. Il s'en ira et laissera un père plein d'étonnement face à l'insolence d'un fils qui lui annonçait carrément un imminent coup d'État dans le but de venger sa mère. Lorsque Shaka apprendra la mort de son père et l'intronisation de son demi-frère, il créera sa propre armée et suite à une bataille extraordinaire avec l'armée zoulou, il tuera son frère et se fera couronner lui-même roi des Zoulous. Toute la tribu zoulou fléchira devant ce nouveau roi téméraire et puissant, et avec elle, les épouses haineuses de son défunt père, celles mêmes qui avaient autrefois mené la vie dure à sa mère. Il décidera de donner le titre de reine-mère à Nandi, devant qui toute la tribu zoulou se prosternera. Is there anyone here who wishes to disapprove this decision? No one speaks. Waiting on. Wemshangan. Then, salute your king. When I went over. When I went over. When I went over. Aye, Dwizu! Aye, Dwizu! Taranpansi. And now, hail the Queen of Queens! Aye, Dwukazi! Besides this man, Mother, is there anyone else here who has offended you? No, no one. Take your place. On retiendra donc de Nandi l'image d'une femme sûre d'elle, déterminée et courageuse. On aime à dire que derrière chaque grand homme se trouve une femme grande et forte. Et en effet, derrière le grand et célèbre Shaka Zulu se cachait sa mère, la reine Nandi.
Shaka avait appris de sa mère le respect dû à la femme, et en devenant roi, il établira un régiment composé strictement de femmes, qui souvent se battaient dans les premiers rangs de son armée. Nandi avait réussi à élever son fils en vainqueur, lui instaurant la fierté de lui-même et lui rappelant sans arrêt les paroles de la prophétie. Ces mêmes paroles, elle se les répétait jour et nuit et se rassurait en disant « Mon fils sera un grand roi ». Je vais vous prendre l'un de mes exemples préférés, celui de Nani à la Jamaïque. Elle était issue de la société Ashanti, qui était une société particulièrement fière, digne et combative. Elle avait été aussi formée à l'art de la guerre parce que chez les Ashanti, il y avait une parité parfaite. Il n'y avait pas de différence. Les femmes restent à la maison s'occuper de la cuisine et du ménage et les hommes protègent la nation. Non, les femmes étaient formées à l'art militaire, tout comme les hommes apprenaient à cuisiner et apprenaient à réaliser les tâches ménagères. Donc Nani, qui avait été formée à la survie en milieu forestier, a pris le risque de s'échapper en Jamaïque qu'elle ne connaissait pas du tout. Et heureusement pour elle, eh bien, le milieu forestier de la Jamaïque correspondait parfaitement au milieu forestier de son royaume Ashanti. Du coup, elle a retrouvé des arbres similaires, des plantes médicinales similaires, des graines, des fruits similaires et elle a su comment survivre. Elle n'est pas partie seule, elle a entraîné des compagnons avec elle, ils se sont évadés et elle a créé un campement dont elle est devenue le chef grâce à ses compétences militaires. Et elle va dispenser ses connaissances militaires à ses compagnons qu'elle va former. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, Nani va faire grandir cette armée en allant libérer d'autres Africains qui au fur et à mesure vont grossir ses rangs. Entre parenthèses, c'est plus de 800 Africains que Nani est allée libérer. C'est juste énormissime. Et quelle stratégie militaire Nani a mis en place? Tout d'abord, le fait de localiser ses campements dans des endroits en hauteur où elle pouvait voir les esclavagistes arriver avec leurs troupes et en même temps dans des endroits très difficiles d'accès comme par exemple des corniches où les troupes anglaises étaient obligées de procéder en file indienne parce que c'était étroit et qu'il y avait un ravin. Du coup, les troupes de Nani avaient juste à les viser avec des flèches un par un et à les faire tomber dans le ravin. Excusez-moi. Une autre stratégie qu'elle a mis en place, c'était le système de l'heure. C'est-à-dire qu'il y avait un courageux soldat de ses troupes, Nani, qui se désignait comme Appa et qui devait courir vers les troupes anglaises, se faire voir d'eux et les emmener vers des pièges. Déjà, il y avait des pièges là où il les emmenait, il les connaissait, donc du coup, il sautait par exemple un fossé qui était camouflé et les troupes, une partie des troupes tombait dedans. Enfin, c'était, vous n'avez qu'à regarder le film Rambo. En fait, Rambo a tout pris à Nani. Donc, regardez Rambo, regardez les pièges qu'il utilise dans la forêt. Il a tout pris aux Africains marrons, que ce soit ceux du Brésil, de Guyane, de partout, et notamment à Nani en Jamaïque. Donc voilà, il y avait toutes sortes de pièges dans lesquels l'APA emmenait les soldats. Il y avait également le système d'encerclement. C'est-à-dire que Nani a appris à ses troupes à s'enduire de boue parce que non seulement ça masquait leur odeur pour les chiens, mais en plus cette boue agissait comme de la glu, c'est-à-dire qu'on pouvait coller des feuilles et des branchages dessus et du coup ces hommes se transformaient en arbustes vivants et ils se mêlaient à la végétation d'où ils avaient l'air totalement invisibles. Encore une fois, un appât guidait les troupes vers un endroit où là, des soldats de Nani les encerclaient, ils étaient camouflés, donc les soldats britanniques ne s'y attendaient pas et ils les prenaient par surprise avec des haches,
des flèches, etc. Ils n'avaient aucune chance, le piège se refermait sur eux. Nani a également développé un système très ingénieux de prévention, à savoir qu'il y avait des sentinelles des kilomètres avant le village qui était en hauteur, et lorsque ces sentinelles entendaient ou voyaient des troupes approcher, ils soufflaient dans une corne de vache. Le son traversait des kilomètres, prévenait le village. Et Nani avait un système de campement de repli. C'est-à-dire que comme l'alerte arrivait des heures avant que les troupes britanniques n'arrivent sur le village, eh bien, les gens du village, notamment les personnes les plus faibles, âgées, enfants, femmes enceintes, quittaient le village pour aller à des campements qui étaient beaucoup plus loin, beaucoup mieux cachés. Et pendant ce temps-là, les gens du village, notamment les personnes les plus faibles, âgées, enfants, femmes enceintes, quittaient le village pour aller à des campements qui étaient beaucoup plus loin, beaucoup mieux cachés. Et pendant ce temps-là, les personnes les plus fortes, les plus vigoureuses, défendaient le village. En cas de perte de la bataille, eh bien Nani faisait brûler le village. Les soldats de Nani se dispersaient dans la forêt qu'ils connaissaient par cœur et tout le monde se retrouvait dans le village de repli qui était beaucoup plus loin, encore très difficile d'accès, et donc ça prendrait plusieurs jours aux soldats anglais de les retrouver. Pendant ces plusieurs jours, Nani préparait des pièges, des embuscades et surtout à chaque fois elle préparait d'avance des campements de repli un peu partout. Donc elle était insaisissable. Et pendant 30 années, Nani a réussi à échapper aux soldats britanniques, aux esclavagistes britanniques. Elle a réussi à libérer des centaines et des centaines d'Africains et surtout, elle a réussi à protéger des milliers d'Africains dans ces campements. Et je vous assure que Nani n'est qu'un seul exemple parmi les centaines de chefs marrons qui ont résisté à l'esclavage en Jamaïque pendant plus de 3 siècles. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, je vous recommande ce livre, The Maroon Story. Alors c'est vrai qu'il est énorme, mais c'est une mine d'or où on retrouve certaines stratégies qui sont juste édifiantes. On rentre dans des détails militaires où on se dit waouh, les gens qui ont mis ça en place, c'était véritablement des génies militaires. Et s'ils avaient pu œuvrer en Afrique avec les mêmes armes que les Européens, jamais l'Afrique n'aurait été prise d'assaut. Je donne la parole à Eva. Rebonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette webconférence organisée par le Tchad. En cette clôture du mois de la femme, nous avons décidé de rester dans cette belle mouvance et de rendre ces lettres de noblesse à la femme africaine, cette gestionnaire par nature. Ce soir, nous allons aborder une thématique vraiment digne d'intérêt pour tous les amoureux du pouvoir au féminin et son impact au sein des sociétés africaines. Notre débat sera centré sur un questionnement, pour ne pas dire une réponse. La femme africaine, actrice majeure du développement de l'Afrique précoloniale et post-coloniale. Comme nous avons pu le voir dans ce documentaire, du royaume de Kouch à l'empire zoulou, le leadership féminin a su bâtir, conquérir, régner sur des nations africaines puissantes et prospères. De la beauté des princesses, du courage des impératrices, du prestige des reines, ce soir, nous souhaitons mettre à l'honneur ces héroïnes et femmes de pouvoir qui ont su mettre en place des stratégies efficaces pour régner et défaire l'ennemi par leur intelligence et leur esprit à la fois nobles et guerriers. Nous souhaitons, à travers cet échange, honorer leur mémoire, mais aussi inspirer les héroïnes d'aujourd'hui et de demain pour s'inscrire et cultiver cette renaissance culturo-économique des nations africaines déjà en marche. Nous sommes présentement en compagnie de 2 invités. Enfin, je ne sais pas si du coup la seconde invitée est déjà là, mais en tout cas, je pense que Madame Marie-Paul Babli est déjà là. Donc, sans plus attendre, nous allons entamer la première partie de notre échange sur une question fondamentale. Pourquoi et comment le leadership féminin fut-il vu d'un mauvais œil pendant la colonisation? Donc, je vais donner la parole à l'invité. Alors, vous qui êtes Madame Marie-Paul Babli, vous qui êtes experte en droit international et professeure en droit africain, quelles sont selon vous, s'il y en a bien sûr, les solutions législatives qui ont été mises en place pour favoriser l'insertion des femmes dans la haute fonction publique ou autres sphères élitistes, trop souvent réservées à nos homologues masculins? Sinon, doit-on repenser peut-être l'appareil législatif pour faciliter l'empouvoirment des femmes africaines au sein des sociétés africaines? Très bien, je vous remercie, même si votre question est très longue et que je vais essayer d'y répondre, même si
J'essaie de comprendre en fait la portée de tout ce qui a été dit. Je vous remercie pour le reportage qui présente en fait ces reines et héroïnes d'Afrique. Je ne suis pas de formation historienne, mais en tant que femme africaine, en tant que femme noire, bien sûr, je me suis intéressée à toutes ces conquérantes, à toutes ces femmes piliers, à toutes ces femmes qui, bien sûr, ont lutté dans l'Afrique, qui avaient des rôles très importants dans la société, une position sociale qui était indéniable, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau spirituel. Et bien entendu, ce rôle-là, vous avez présenté deux ou trois femmes très importantes. Il y avait à cette époque, les historiens en parleraient, des associations féminines, des sociétés secrètes, des classes d'âge de femmes qui avaient vraiment une fonction politique très, très, très importante. Et bien sûr, toutes ces conquérantes de guerre, des nominations de chefs, aucune décision ne pouvait se prendre sans consulter ces femmes, ces mères, qui étaient très importantes. Il y a une phrase qui a été dite dans ce film que j'ai regardé toute petite, comme beaucoup, donc Shaka Zulu, qui a été une référence pour nous tous. Et bien entendu, derrière un grand homme se retrouve une grande femme, que ce soit son épouse ou bien sûr sa mère. Et bien, il s'est trouvé que, bien entendu, l'Afrique a été colonisée, on ne peut pas fuir notre histoire. Et sous la colonisation, ben, les femmes ont été victimes, je dirais, d'agressions sur leur identité, déjà parce qu'elles étaient des femmes. Deuxièmement, parce qu'elles se retrouvaient, comme les hommes, bien entendu, comme un peu dominées. Et donc, elles ont été très vite exclues du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Et donc, très, très vite, et cela s'est vu, et je vous laisserai peut-être reformuler votre question pour que je puisse y répondre, mais je place quand même le contexte, et c'est très important, c'est-à-dire le colonisateur a organisé l'exclusion de la femme, que ce soit sur le plan économique et bien sûr en se servant du plan juridique pour le faire. Et c'est à partir de là que les femmes ont dû se remobiliser pour reconquérir des droits progressivement. Mais ce qui est certain, les colonisateurs sont venus et ont abordé l'Afrique avec des préjugés complètement européens, n'ont pas tenu compte de la façon de fonctionner de l'Afrique avec le rôle primordial qui était accordé aux femmes et ont établi leur système à eux, évidemment, sur l'Afrique. Et malheureusement, c'est encore ce système-là que la femme continue à subir et qui exige que les femmes doivent continuer à se battre. Avec votre expérience en tant que femme de pouvoir, à votre avis, est-ce que vous pouvez nous donner votre lecture? Pourquoi le leadership féminin fut-il peut-être vu d'un mauvais œil pendant la colonisation, pendant les colons? Pourquoi on a essayé de diaboliser finalement la place de la femme au sein de la société africaine? Ben, vous savez, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple que beaucoup ont du mal un peu à dire. Premier volet, la religion. Le rôle de la religion a beaucoup influé parce que dans la religion, il était quand même très, très dit que la femme devait être soumise et le chef de famille restait l'homme. Et cela s'est traduit dans le mécanisme du colonisateur. Par exemple, au niveau du titre foncier, on a écarté les hommes, on a écarté les femmes et tout ce qui était la loi foncière, le droit de la propriété privée, donc qui devenait individuel, parce qu'avant c'était familial, maintenant ça devenait individuel sous le colon, et maintenant a été donné aux hommes de préférence parce que toute propriété devait appartenir au chef de la famille, donc référence au mari. Au niveau, par exemple, économique, je vous donne un autre exemple, agriculture, c'était les femmes, par exemple, qui étaient des productrices de tout ce qui était café, cacao, cacahuètes, arachide, coton.
eh bien, elles ont été complètement exclues et on les a mis pour les cultures vivrières. Donc, juste pour voir tout ce qui était alimentaire. Donc, tout ce qui était production s'est retrouvé dans les mains des hommes. Ça, c'est quelques exemples que je pourrais, bien entendu, vous citer. Donc, c'est pour ça qu'économiquement, on a retrouvé, on retrouve aujourd'hui des femmes qui sont des femmes qui, même aujourd'hui, nos mamans, qui vendent sur les routes, mais c'est surtout des cultures vivrières. Tout ce qui était production se sont retrouvés dans les mains des hommes. Donc, tout ce qui appartenait à la femme a été ôté pour partir chez l'homme qui représentait le chef de la famille. C'est vraiment le système européen qui a été inculqué à l'Afrique. Et la femme, vous savez, la femme a toujours fait peur. De façon générale, ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'Afrique. De façon générale, la femme a toujours fasciné, mais autant elle a toujours fait peur. Vous savez, même dans les livres sacrés, il est dit que si le péché est rentré dans le monde, c'est par la femme. Donc déjà, la femme était celle qui avait envoyé le péché dans le monde, dans les livres sacrés. Donc la femme, déjà, il faut déjà la brimer. Il faut la calmer. Parce que si elle détient le pouvoir, ce serait dangereux pour l'homme. Et elle ne respectera plus l'homme. Et ça s'est traduit aussi dans l'éducation des femmes. Au niveau éducatif, si on veut parler au niveau éducatif, par exemple, mais toutes les grandes écoles à l'époque, il y avait quand même des femmes, peut-être pas toutes, hein, je ne vais pas dire que toutes les filles allaient à l'école, mais si on peut prendre les grandes écoles, par exemple, comme les William Ponty, qui formaient les chefs d'État africains, les futurs cadres, etc., on arrive au début du XXe siècle, c'était réservé qu'aux hommes. Il a fallu attendre 1939 pour qu'il y ait une petite section féminine. Donc, dans les grandes écoles, il y avait très peu de femmes qui avaient accès au savoir. Alors qu'avant, beaucoup de femmes, au moins, je ne dis pas qu'elles arrivaient toutes à l'université, mais elles avaient au moins accès à cela. Et c'était d'ailleurs les femmes qui décidaient qui devait aller à l'école ou pas. Donc, elles ont été exclues pour rester, en fait, sous une forme de domination. Et vous savez, je le dis, quand on regarde comment on a traité les femmes depuis très longtemps, la femme doit rester, c'est-à-dire on l'a mise dans un cliché. Tu es bien tu dois cuisiner. Tu es bien, tu dois t'occuper de ton mari. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école parce que de toute façon, tu vas te marier. Apprends à cuisiner, apprends à nettoyer. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école parce que si une femme était instruite, c'est normal parce qu'elle pouvait être une concurrente à l'homme. Excusez-moi, il faut exciser la femme parce que tout simplement, elle n'a pas le droit d'avoir un plaisir sexuel. Elle est juste là pour satisfaire son mari. La femme ne doit pas avoir des grands pieds. Donc, vous voyez, les Chinoises, on les mettait dans des chaussures pour qu'elles aient des pieds complètement atrophiés, pour qu'elles puissent avoir des petits pieds. La femme ne doit pas avoir des bassins comme ça. Il fallait qu'elle ait la taille de gabé qu'elle devait. Donc, tout ça, ça a été le lot de la femme. Et ça s'est retrouvé partout. Et la femme africaine, bien entendu, malheureusement, en tant que femme colonisée, a subi la vision des peuples qui l'ont colonisée. Merci pour votre réponse. En tant que juriste peut-être ou en tant qu'activiste, est-ce que selon vous, il y avait derrière cette diabolisation de la femme, cet enfermement, des enjeux peut-être socio-économiques à des intérêts un peu plus subtils pour l'Occident? Est-ce que quelque part, il n'y avait pas un enjeu comme ça de détruire la femme, de bloquer son leadership? Mais bien sûr, parce que la femme est moins manipulable que l'homme. C'est très simple. Je vous le reprendrai ainsi simplement. La femme est moins manipulable que l'homme. Évidemment, on le sait, il y a toujours cet adage qui dit « ce que femme veut, Dieu veut ». Pourquoi? Parce que si une femme est décidée à aller jusqu'au bout, ben, elle ira jusqu'au bout. Si vous avez présenté ces vidéos de ces femmes conquérantes, cette femme, Nandi, elle voulait que son fils soit roi, son fils a été roi. Tout simplement. Alors que l'homme, vous savez, c'est pour ça que souvent les hommes un peu sont très, très mal à l'aise
quand certaines femmes ont un peu plus de poigne, parce que tout simplement, nous savons que si des femmes géraient un peu certains pouvoirs, il y a plein de choses qui ne se feraient pas, comme nous voyons nos pays se faire gérer. Parce que tout simplement, pour avoir un homme, ce n'est pas très difficile. Je le dis en assumant mes faits. Hein? Une bonne nourriture et puis un peu où on sait, et puis c'est réglé. Généralement, les grands scandales, ça arrive par là. Une femme à côté, de la nourriture et un peu d'argent, la corruption, ça sera très facile. Donc, à partir de là, celles qui étaient les conquérantes, celles qui étaient les guerrières, celles qui pouvaient effectivement leur tenir tête, il fallait les écarter. Je vais vous raconter une anecdote. Ma grand-mère était une grande commerçante lorsqu'elle épouse mon grand-père, mais une très grande commerçante. Et même lorsque les gens ne pouvaient pas payer la pension de retraite, on venait la voir, elle avançait même l'argent aux colons qui payaient et après on la remboursait. Certains colons et bien sûr certains hommes sont allés dire à mon grand-père, si tu laisses ta femme à ce stade, elle te manquera de respect. Pourtant, ça ne l'empêchait pas de faire son travail d'épouse. Ils ont tellement monté la tête à mon grand-père qu'il lui a demandé, bien sûr, d'arrêter de faire le commerce, de rester à la maison comme les autres épouses et de se consacrer aux cultures vivrières. Et bien entendu, sinon, évidemment, il allait la répudier. Et vous savez, on était dans les années 30, etc. Donc, on obéissait au mari. La famille même a demandé à ma grand-mère d'obéir à la famille. Alors qu'elle avait été une très grande commerçante respectée. Mais elle a dû renoncer parce que ça passait mal pour une femme d'avoir ce poids économique dans la société. Pourtant, mon grand-père était aussi influent. Mais ce n'était pas possible que l'homme soit influent et la femme un peu plus. C'était inadmissible. Première anecdote. Si vous voyez le tempérament que j'ai, c'est parce que je suis issue d'une famille de femmes très influentes, mais qui ont été étouffées. J'ai eu une tante qui, lors de la colonisation, une grande tante, lors de la colonisation, s'est battue contre les travaux forcés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un arrière-grand-père qui avait scolarisé tout le monde, y compris ses filles, donc qui était venu en Europe apprendre et retourner en Afrique. Et retourner en Afrique, parce qu'à l'époque, on ne restait pas en Occident comme nous. On retournait en Afrique pour servir son pays. Lorsqu'elle est rentrée, elle a été contre le système des travaux forcés. Et donc, elle s'est révoltée. Et elle avait eu un enfant, bien sûr, avec un Européen. Elle s'est révoltée et elle défiait vraiment les colons. Et donc, ce qui insurgeait le plus, c'était même pas parce qu'il y avait une révolte, mais c'est qu'à la tête de la révolte, il y avait une femme. Et une femme que les autres écoutaient, y compris les hommes. Parce que les hommes n'avaient pas le cran de résister. Ils se soumettaient. Mais elle disait non. Et un jour, c'était tous les mardis, heureusement que j'ai pu parler encore aux aînés, c'est tous les gens qui étaient décédés, on rassemblait les corps et on les jetait dans les fosses communes. C'est comme ça que mon grand-père est parti prendre les corps et ils ont retrouvé le corps de leur sœur qui avait été assassinée par le colon. Et ils l'ont demandé de l'enterrer dans une fosse commune comme si elle ne servait à rien. Parce que tout simplement, une femme ne pouvait pas désobéir, surtout aux ordres du colon, bien sûr, mais de ne pas respecter la hiérarchie dont l'homme était au-dessus. Donc, par conséquent, tellement de femmes ont essayé de se révolter, ont péri parce qu'elles ont refusé un système qui ne leur convenait pas. Et elles sont allées jusqu'à sacrifier leur vie. Alors, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Allô, vous m'entendez? Oui, ça va beaucoup mieux. Ah, le micro a été coupé. Jusqu'où vous n'avez pas entendu, excusez-moi. Quelques secondes, ne vous inquiétez pas, vous pouvez... D'accord, donc je disais que des femmes ont payé de leur vie, ou si elles ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de leur entreprise, elles ont dû former leurs enfants, leurs garçons, à faire les révoltes qu'elles n'ont pas pu faire parce que tout simplement, elles étaient des femmes. Alors, est-ce que peut-être les autres participantes ont des choses à rajouter sur la première partie? Alors, je répète la question. Donc là, on est autour du
Pourquoi et comment le leadership féminin fut-il vu d'un mauvais œil pendant la colonisation? Est-ce qu'il y aurait d'autres apports peut-être autour de ce questionnement? Personne? Si je peux intervenir. Bien sûr. Bien sûr. Je voulais rebondir par rapport à ce que Marie-Paul a soulevé. Elle a soulevé plusieurs points, mais il y a deux points qui ont retenu mon attention. C'était la dimension religieuse, en tout cas l'impact de la religion dans la destruction de la femme africaine, en tout cas dans le fait que la femme africaine a été muselée, elle a été détruite ou éteinte à l'arrivée, en tout cas à l'introduction de ces religions étrangères. Et c'est ce point-là, en tout cas, qui m'a le plus marqué, parce que si on observe encore aujourd'hui, l'Afrique a du mal justement à se redresser, parce que beaucoup de femmes africaines sont encore dans cette logique-là qui a été introduite par le colon, que la femme n'est là que pour aider l'homme, n'est là que pour satisfaire l'homme. Elle n'est pas là pour entreprendre, elle n'est pas là pour être un acteur ou une actrice majeure du développement de sa nation, de sa communauté. Elle n'est là que pour attendre et voir si son homme, son mari, a besoin d'elle afin de satisfaire ses ambitions à lui. Donc la femme, à travers cette vision de la religion, cette introduction de la religion, la femme africaine, elle a perdu l'essence d'elle-même. Elle n'existe plus. On lui a interdit ce droit d'exister par elle-même. Et avec tous ces concepts de soumission, la femme doit être soumise à l'homme, la femme doit être en dessus de l'homme, tous ces concepts qui n'étaient pas des concepts africains, qui aujourd'hui, en tout cas à mon avis, c'est l'une des clés ou l'un des problèmes qui empêche justement la réémergence de l'Afrique, l'Afrique qu'on a vue dans le documentaire, le reportage, l'Afrique impériale, l'Afrique des royaumes, l'Afrique des reines, les reines de Candace, vers le Soudan, qui était autrefois le royaume Kouch ou nubien. Ces femmes ont contribué activement à faire de l'Afrique une puissance, le premier continent qui a vu émerger des royaumes, des empires et des systèmes d'organisation sociopolitique. Et ces systèmes d'organisation sociopolitique qui a pu remonter jusqu'à la Grèce et s'étendre en tout cas sur tout le continent européen et devenir ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la civilisation européenne, qui vient elle-même de la civilisation africaine en partant de l'empire kémète, qui est actuellement le territoire de l'Égypte arabe. C'est l'Afrique par les femmes également. La femme n'est pas dans la vision religieuse des religions étrangères à l'Afrique. La femme n'est pas l'aide de l'homme. La femme, elle est l'égale de l'homme, elle est le complément de l'homme, tout comme l'homme est le complément de la femme. Et comme Marie-Paul a souligné, la femme, que ce soit en Afrique ou dans d'autres continents, la femme a toujours fait peur. Pour citer un exemple d'une autre femme dans un autre continent, Jeanne d'Arc a fait peur parce qu'elle sortait des oracles qui dépassaient les capacités spirituelles de ce que les hommes, de ce que les prêtres étaient capables de faire. Et c'est pour ça que elle fut non pas pendue, elle fut brûlée à la bûche. Et Jeanne d'Arc en Europe, et chez nous aussi, on a notre Jeanne d'Arc africaine qui est Kim Pavita. Malheureusement, on n'a pas pu l'introduire dans le reportage, qui elle aussi a fait peur. Elle a fait peur aux colons parce que justement, par ces oracles, en tant que prêtresse, toute femme qui a des dons qui manifestent justement un certain pouvoir qui dépasse l'homme, qui effraie l'homme, cette femme est traduite ou traitée de sorcière, comme le fut Kim Pavita, traitée de sorcière et diabolisée. Et c'est cette crainte de la femme qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit même en Occident, et encore plus grave chez nous, parce que il faut l'avouer, on a malheureusement
on n'avait pas ce problème, mais aujourd'hui, on a un grand de retard par rapport à l'émancipation de la femme, chose qui n'aurait pas dû, qui n'était pas à la base un problème africain, le problème d'émancipation de la femme, parce que l'Afrique, dans sa grande majorité, vivait sous le système du matriarcat. Exactement. Et c'est après, quand ils sont venus, qu'ils ont établi le patriarcat. Le patriarcat. Voilà. Et le matriarcat, parce que le matriarcat, il est aussi vu d'un mauvais œil et toujours diabolisé. Le matriarcat, ce n'est pas comme on l'imagine ou on le perçoit aujourd'hui. Le matriarcat n'est pas la femme au-dessus de l'homme. Le matriarcat, il faut le dire et le préciser, le matriarcat, c'est l'homme et la femme d'égal à égal, d'égaux. L'homme et la femme en complémentarité. Personne n'est devant l'autre, personne n'est au-dessus de l'autre. Et on a vu dans le reportage, mais moi, je n'aime pas du tout ce dicton qui dit, enfin, en tout cas, je suis d'accord en partie, que derrière chaque grand homme, il y a une femme. La femme n'est pas là pour être derrière un grand homme. Il est tout à fait possible que l'homme se mette en retrait parce que pour aider en tout cas à l'accomplissement de la destinée, la grande destinée de son épouse, de sa femme, tout comme la femme peut aider la destinée d'un homme à émerger, mais la femme n'est pas là pour être derrière l'homme afin que l'homme puisse accomplir ses besoins, accomplir son ambition. On vous traitera de grande féministe là. Je ne suis pas féministe parce que d'ailleurs le mouvement féministe pour moi à la base n'est pas un mouvement africain. Aujourd'hui, il le devient, le mouvement afroféministe, mais toujours parce que ce féminisme nous est imposé, parce qu'il n'est pas de nature africaine. La femme africaine n'a pas besoin, si elle revient à son authenticité, à son identité réelle, la femme africaine n'a pas besoin justement de rentrer dans ces logiques. Si elle revient, si vous dites très bien, ça c'est peut-être... Madame Adoua pourra également intervenir en tant que juriste. Nous sommes dans une logique. Oui. Vous parlez de faits antérieurs. Nous, on parle des faits présents. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, la femme africaine a perdu tout ce qu'elle possédait d'autant. Parce qu'effectivement, il y a eu bien entendu la colonisation, il y a eu plein de choses, il y a eu des influences. Donc, à partir de ce moment-là, la femme africaine a été obligée de se battre pour reconquérir des droits qui lui étaient attribués autant. Donc, la notion même, je vais pas faire un débat sur le féminisme, la notion même de féminisme aujourd'hui, parce que quand on parle de féminisme, certaines sont mal à l'aise et estiment parce que le combat a été peut-être dévoué. Mais le but du féminisme à l'origine, c'est un combat politico-juridico-philosophique et tout, dans le but de se réapproprier des droits perdus. Donc, si une femme dit tout simplement que voilà comment on était avant et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus ça et qu'il faut que je me batte juridiquement ou politiquement ou vous au niveau de la géopolitique, mais vous devenez féministe parce que vous êtes une femme et vous prônez le combat des femmes. C'est ça le féminisme. Je ne parle pas des fémènes qui sont en train de dire il faut tuer tous les hommes, il faut les castrer. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le combat a été, évidemment, nous n'avons pas eu le même combat que les Européennes. Voilà. Parce que pendant qu'elles étaient en train de lutter pour tel ou tel droit, nous, on avait d'autres soucis. Ça va de soi. Et ça, c'est normal. D'un continent à l'autre, les combats ne sont pas les mêmes. Pendant que certains luttaient pour le droit de vote, nous, on nous disait, je vous donne un exemple, que nous, on avait des gros nez, on avait des cheveux crépus, etc. Il fallait déjà nous assumer en tant que femme noire. Dit que la femme noire est magnifique, avec ses cheveux crépus, avec son nez pâteux, avec, excusez-moi, ses grosses fesses, où elle venait ici pour être exposée à la vindicte de tout le monde et comme une risée. Il fallait dire que ce n'était pas normal que les Noirs soient mis dans des eaux, pour vous, dans des eaux comme des singes, pour vous qui êtes en Belgique. Ce sont des choses qui se sont vues. Donc, à partir de ce moment-là, ces femmes-là étaient obligées de se battre pour des droits. C'était ça les mouvements féministes. Elles n'avaient pas honte avant les Awa Keïta de dire qu'elles étaient féministes. Elles n'avaient pas honte, ces femmes qui se sont battues, qui sont devenues des ministres après, de dire que nous nous battons parce que nous pouvons avoir aussi les mêmes positions que les hommes. Lorsqu'il y a eu les indépendances, on a mis les pères des nations en avant, mais ils ont dit, mais nous aussi, on a eu un rôle majeur. Nous avons été des syndicalistes.
Nous nous sommes battus pour les droits. Nous avons marché, nous avons été frappés, nos maris ont été mis en prison. Nous sommes partis les chercher en prison parce que tout simplement, nous avons aussi un rôle à jouer politiquement. Elles n'avaient pas honte de dire qu'elles étaient des féministes. Nous, on a honte parce que tout simplement, aujourd'hui, ça a été détourné et dire qu'on est une féministe, tout de suite, ça veut dire qu'on est contre les hommes. Nous ne sommes pas contre les hommes. Nous disons tout simplement qu'il a été dit pendant trop longtemps, que nous étions des êtres inférieurs. Nous disons tout simplement que si vous voulez respecter les principes religieux, de dire que nous sortons de votre côte, regardez bien où se situe la côte à côté du cœur. Donc, nous sommes faits pour être aimés et pas pour être écrasés. Voilà, mais Marie-Paul, moi je voulais dire que je suis une matriarcaliste et je ne me considère pas comme une féministe, mais je respecte en tout cas le mouvement féministe, mais je m'inscris plutôt dans le, si un mouvement existe, le mouvement matriarcaliste et non féministe, comme on peut le... J'ai lu le magnifique livre de Natou Petro, j'ai bien exploré cela. Je me reconnais effectivement dans certains termes, mais moi, par exemple, je n'ai pas honte de dire que j'en suis une de féministe, pas dans la conception que les gens ont. Il y a plein de choses que j'écoute dans le mouvement qui ne me correspondent pas, mais à partir du moment où je me bats pour que certaines femmes soient reconnues à la valeur qu'elles doivent être, j'estime que je suis une féministe, une matriarcale ou tout simplement une femme. Tout simplement. Merci Madame Marie-Paul Babi. Donc le temps passe, hein, donc on va tout de suite poursuivre notre réunion avec une deuxième interrogation aussi cruciale que la première. Et pour reprendre une célèbre citation, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas d'où tu viens. Et donc la deuxième question, c'est pensez-vous que le modèle et le rôle de la femme dans l'organisation sociopolitique de l'Afrique précoloniale inspire-t-elle la nouvelle génération, Madame ? Merci beaucoup à vous. Je tenais à dire quand même que dans ce désordre colonial, il y a eu quand même quelques femmes qui, aujourd'hui, on les aurait appelées des collaboratrices, mais il y a eu quelques femmes quand même qui avaient quand même conservé un certain statut. Je prends l'exemple, j'avais lu par exemple ce qui se passait en Sierra Leone, des femmes qui étaient introduites comme à la tête des chefferies dans les prétectorats. Bon, tout simplement, c'est vrai qu'elles servaient de gage de loyauté aux Britanniques. Donc, elles protégeaient les intérêts des commerçants britanniques. Donc, elles avaient quand même un rôle assez déterminé, assez important. Il n'y en avait plus autant comme avant, mais elles étaient aussi là. Il y avait également à Dakar les femmes qu'on appelait les signares qui aussi avaient une position très importante, qui plus tard ont complètement disparu parce qu'on les avait traitées de traîtres au Sénégal, Gambie, parce qu'elles étaient mariées avec des Européens dont elles protégeaient les intérêts, et elles disaient qu'à l'époque elles le faisaient parce qu'elles voulaient donner des avantages à leurs enfants qui étaient déjà métis, donc qui étaient ni blancs ni noirs, mais ça permettait à ces enfants-là d'avoir accès à l'éducation et à une meilleure manière de vivre que d'accepter tout simplement d'être tout le temps des esclaves. Une fois qu'on sort, il y a eu quand même aussi, il ne faut pas oublier, quelques révoltes. Les femmes ne pouvant plus avoir ce rôle politique influent, se sont lancées beaucoup dans le syndicalisme pour pouvoir agir dans des associations, dans des corporations pour faire influer le système, comme par exemple au Nigeria, où elles ont été très influentes, où elles ont refusé effectivement de payer les taxes, où elles ont fait des défilés, des chansons de moquerie, des défilés, des boycotts et tout ça, et elles ont eu gain de cause. Ça s'est passé par exemple en 1949. Et elles ont profité aussi du système du RDA, de Rassemblement démocratique africain, pour s'infiltrer derrière ceux qui étaient les pères de la nation, effectivement, pour commencer à insuffler un peu leur vision féminine de la société, surtout qu'on partait progressivement vers la décolonisation. Une fois qu'on arrive à ça, bien évidemment, on met en avant, à partir des années 60, les hommes. Voilà, les pères de la colonisation en Côte d'Ivoire, nous avons Houphouët-Boigny,
au Ghana, Kwame Nkrumah, etc., Senghor au Sénégal. Bon, je maîtrise plus l'Afrique de l'Ouest, excusez-moi, bon, les Lumumba et tout ça au Congo. Donc, qui arrivent, donc ce sont les hommes qui sont mis en avant et on oublie un peu le rôle très important qu'avaient joué ces femmes-là. Donc, elles ne veulent pas rester en retrait. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles aussi essaient de dire et de montrer que les filles, vous savez ce qui va se passer pour nous, si nous restons dans cette position, on va être complètement exclus. Celles qui avaient pu être éduquées, surtout celles qui avaient pu être éduquées, qui étaient très minimes, le rôle des intellectuels, par exemple, les Annette Mbaye d'Erneville, par exemple, les Jeanne Martin de la Guinée, les Awa Keïta, effectivement, les Jacqueline Kissergo, toutes ces femmes-là, en fait, qui avaient pu avoir accès à une grande éducation, ne se sont pas mises à l'écart des révoltes féminines, mais elles ont commencé à faire un travail sur les jeunes filles, un travail sur les femmes pour dire, bon, il faut commencer à avoir accès à l'école. Elles ont commencé à parler des choses qui étaient tabous, les mariages forcés, et de dire à leurs sœurs, mais il faut commencer à vous prendre en charge, à ne pas attendre des choses des hommes, parce que nous avons également les mêmes capacités. Et vous voyez, aujourd'hui, on parle de la journée de la femme africaine. Ce sont des femmes de chefs d'État, de ministres qui se sont entendus pour pouvoir commencer à influer et à dire aux femmes, surtout, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut pouvoir avoir les rênes de la politique. Qui mieux qu'une femme peut parler d'une femme? Merci. Rentrer dans la politique. Merci, voilà. Madame Marie-Paul Wadou. Alors, on va tout de suite donner la parole à Sarah Adouard, donc juriste de formation. Est-ce que tu peux intervenir sur la question? Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Eva? Oui, bien sûr. Donc, en fait, alors juste un petit instant. Donc, penses-tu que le modèle et le rôle de la femme dans l'organisation sociopolitique de l'Afrique précoloniale inspire la nouvelle génération? Ben, tout d'abord, je pense que c'est difficile de prendre exemple sur quelqu'un dont on ignore totalement l'existence. Quand je dis ça, je pense qu'il y a beaucoup de vide, en fait, historique dans l'éducation des femmes aujourd'hui en Afrique. Toutes ces femmes qu'on a pu citer, hein, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur époque, qui ont vraiment contribué au développement de notre continent, sont méconnues de la plus grande majorité des femmes en Afrique aujourd'hui. Et ça, il faut le reconnaître. Et ce vide historique, à mon sens, ne permet pas, d'un premier abord, de s'identifier ou de prendre exemple sur ces femmes-là. Bien que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est certainement de là que les femmes qui ont eu la possibilité de s'imprégner de l'histoire et du vécu de ces femmes-là, aujourd'hui arrivent à mener des combats. C'est parce qu'on a connaissance de notre histoire, d'où on vient, qu'est-ce qui a déjà été mené, comment ça a été mené. Aujourd'hui, si on se regroupe tout ensemble, aujourd'hui, des femmes aussi extraordinaires les unes que les autres, avec des combats différents, mais qui se rejoignent, pardon, c'est parce que nous avons connaissance de notre histoire et surtout de l'histoire de ces femmes qui ont marqué notre histoire africaine. Donc, premièrement, je pense qu'il y a un besoin important de sensibiliser, d'informer sur ce qui a déjà été fait pour prévoir ce qui doit être fait. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Je mène quelques activités quelquefois en Afrique. Ma dernière activité a été notamment au Congo-Brazzaville, où j'ai rencontré des femmes d'un milieu rural. Et je ne pense pas, très honnêtement, que ces femmes-là ont connaissance de toutes ces reines qu'on vient de voir dans ce magnifique extrait au tout début. Je pense qu'il faut arriver à tirer par nous-mêmes l'essence de cette représentation, mais sur un plan moderne. Aujourd'hui, il y a des femmes extraordinaires, des femmes qui font des choses extraordinaires. Et on ne peut pas toujours penser que, comment dirais-je, cette représentation de la femme à l'époque précoloniale devrait être une référence pour toutes les femmes. Je pense que la référence, c'est toutes les femmes, en fait. Vous devez être une référence. Je dois être une référence. Marie-Paul doit être une référence. Camille doit être une référence. Et je pense que c'est en partant de là, quand toutes nous aurons compris, parce que ces femmes-là avaient, elles aussi, des références. Mais
le monde évolue, les sociétés évoluent, il faut que les mentalités puissent évoluer avec. Et aussi les représentations d'héroïnes. Aujourd'hui, oui, ce sont des héroïnes qui ont formé une sorte de féminisme, enfin, ou maternisme, peu importe, africain, mais aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui mènent ce même combat et qui devraient être une référence un peu plus moderne pour nos sœurs, pour nos enfants, et des références auxquelles ces personnes-là, ces femmes-là, auront plus de facilité à s'identifier. C'est compliqué aujourd'hui de s'identifier à Kim Pavita, par exemple, je le dis, hein. Moi, personnellement, quand j'étais petite, on en parlait, j'avais beaucoup de mal à m'identifier. Mais aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple, par exemple, enfin, je ne vais pas aller bien loin, Marie-Paul Baby, une femme que j'admire énormément. J'aurais plus de facilité. Tu vas me faire pleurer, Sarah. Voilà, non, mais on a plus de facilité à s'identifier à des figures modernes. Et je pense que c'est l'un des plus grands combats de l'Afrique aussi. C'est arriver à moderniser cette force qu'avaient ces femmes de l'époque aujourd'hui. Et pour moderniser cette force-là, il faut arriver à sensibiliser. Il faut sensibiliser et il faut que chacune d'entre nous puisse puiser en elle l'essence de guerrière afin de transmettre aux autres femmes. Et c'est ce qu'il faut faire en fait pour avancer. Merci beaucoup Sarah, merci pour l'intervention. Est-ce que Francine, tu aurais quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Je voulais dire, je ne suis pas vraiment d'accord avec Sarah. This in terms of, en fait, she's free, elle est libre de s'identifier basically the new heroine. Mais moi, je pense que l'importance, the most important things is éducation. Si par exemple, like me, when I was born in Congo, and then what happened? I didn't know a lot about, because le système éducatif du Congo en Afrique, les colons fait qu'on élimine tout ce qui est comme image qui peut, that will make us to kind of reflect who we are. So what happened? They have, could you hear me? Oui, mais je vais parler en français. Je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Je sais que c'est compliqué, mais merci. Ok, je vais me débrouiller. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'éduquer, si on change le système éducatif de l'Afrique, parce que all the system, et ce sont les colons qui ont laissé ça. Ils ont fait qu'on élimine tout ce qui est notre histoire. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je sais pas, dans notre pays africain, quand j'étais à l'école primaire au Congo, on nous apprend des Charlemagne, des tout. Et moi, je connais des gens qui prennent Charlemagne comme héros, tout ça. OK, it's the right. Mais moi, je pense que l'important, c'est de changer les systèmes. L'autre fois, je disais ça, on doit changer nos systèmes éducatifs en Afrique. C'est trop, it's really, really colonialist. Et on a fait ça exprès. C'était fait exprès pour continuer à nous dominer. Donc, on doit changer ça. Tout ce que Madame Marie-Paul disait, le féminisme, c'est que tout ce que what's her name again? Nancy disait tout. Donc, all of that, je pense que l'éducation, si on change à partir de l'école primaire, we will do a lot of things. On va modifier beaucoup de choses. Et les gens, parce que moi, je suis licenciée aussi en psychologie et je crois que l'éducation, ça commence, l'école primaire, c'est la base de tout. So, if we don't change that, si on ne fait pas ça, on continuera à nous battre et Marie-Paul continuera à se battre pour la femme. Donc, ça ne va rien changer parce que les colons ont laissé ça et ils ont laissé ça express. They knew about it. Ils savaient la puissance de la femme africaine. Ils savaient, par exemple, quand on parlait de première partie là, si on parle de l'histoire des femmes de Yoruba, par exemple, les femmes de Yoruba, c'était des femmes égaux aux hommes. Et on leur donnait les titres qu'on appelait Iyabole. Donc, ça signifie que dès que tu es élevé, successful, ouais? Dès que tu es successful, on te donne les titres. Donc, c'était comme ça.
Et les colons ils sont venus, ils ont tout changé parce qu'ils savaient. C'est ça, ils ont utilisé avec nos religions, comme Madame Marie-Paul disait. La religion, on doit parler de ça parce que la religion a été imposée. Moi, quand je faisais mon cours de développement international ici à l'Université de Cambridge, on nous a appris comment on a imposé, la religion a fait qu'on a imposé la circoncision. C'est pas africaine. Donc, tout ça a été bien planifié pour... Francine, il n'y a plus de volume. Il n'y a plus de volume. Francine, volume. Francine, on ne t'entend plus. Francine? m'appelle là, je ne sais pas, elle a un problème de se connecter, c'est ça. On ne t'entendait pas quand tu parlais. Mais si tu as fini, du coup, une petite question pour rebondir parce qu'on parle de la question de l'identité. Et à votre avis, est-ce que les modèles identificatoires, finalement, doivent être forcément réels ou on peut aussi s'inspirer de modèles de fiction, hein? Donc là, on parle par exemple des héroïnes, de reines qui ont bien existé. Mais finalement, est-ce qu'on peut aussi s'identifier à des modèles qui n'existent pas, comme Olivia Pope, par exemple, moi qui m'a rendue fière d'être une femme noire? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, nous sommes dans ce monde près de... excusez-moi. Nous sommes dans ce monde près de 7 milliards et nous ne pouvons pas toutes avoir les mêmes idées, heureusement. Voilà. Et nous sommes d'accord, mais tant que l'objectif reste le même, ce n'est pas le problème. Ce que je tenais à dire, il est certain que à partir du moment où notre histoire a été déviée, les connaissances que nous avons aujourd'hui, parce que nous, on a pu avoir accès à ces connaissances-là. Certains n'auront jamais accès à ces connaissances-là, malheureusement, parce que peut-être n'ont pas pu aller à l'école ou elles sont dans une autre réalité. Donc, elles ne sauront pas que Kimpa Vinta existait, elles ne sauront pas beaucoup de choses, malheureusement. Et même aujourd'hui, quand vous partez en Afrique, les gens ne vont pas regarder l'histoire de Nandi, la maman de Chaka. Ils vont regarder les séries à la télé sur Netflix et encore autre chose. Elles vont plus s'identifier à des Européennes qu'à des Africaines. OK. Il y a quelques années, quand je vivais aux États-Unis, il y avait des Américaines noires qui s'habillaient en tenue africaine. Et moi, j'étais habillée en tenue européenne. Et j'étais tellement fière de dire que j'étais française que je parlais le français. Et donc, les Américains me disaient, « Oh, I'm Black American. I'm Afro-American. » Et moi, j'étais là, « Moi, je suis française. » Bien. Parce que tout simplement, mais évidemment, j'avais grandi ici, j'avais été éduquée ici, et puis voilà, j'étais très contente de parler le français là-bas. Seulement, c'est que les Américaines, elles étaient en recherche de leur identité, et moi, j'avais pris l'identité de quelqu'un d'autre. Et ça avait fait un bip dans ma tête. Je ne savais pas l'histoire de ces héroïnes-là. La seule héroïne, pour moi, ça a été ma mère, qui, au moment où je rentrais à l'école, je rentrais à l'école en troisième on oriente, n'a pas voulu, malgré que j'avais des tableaux d'honneur, n'a pas voulu que j'aille en école professionnelle, mais voulait que je suive un parcours général, parce que j'avais des capacités. La plupart des Noirs étaient orientés dans les instituts professionnels et il fallait aller dans les trucs. Ma mère s'était battue pour que j'y aille. Et je n'oublierai pas cette phrase. Moi, je n'ai pas pu le faire, ma fille le fera. Donc, elle était ma référence de me dire, tu es une femme noire. Tu es une femme, tu es noire, tu devras 2 fois plus prouver que les autres. Donc, moi, j'ai eu une mère. Donc, c'était ça ma référence. C'est après que j'ai cherché autre chose. Olivia Pope, je regardais Scandal, comme tout le monde. Elle ne peut pas être un modèle pour moi. Moi, personnellement. Je suis plus admirative pour des femmes, même celles qui sont inconnues, qui ont changé le cours de la vie des personnes à côté d'elles. Et c'est plutôt ça qui m'inspire.
Des femmes qui ont vendu sur la route, sur la pluie, sur la chaleur, sur la poussière. Et tous leurs enfants ont réussi parce qu'elles n'ont pas pu aller à l'école, mais elles voulaient que leurs enfants aient accès à l'éducation. Voilà des modèles de femmes pour moi. Et des femmes qui ont bravé. Pardon? Merci beaucoup, Madame Marie-Paul. Voilà, exactement. Pour conclure, est-ce que quelque part, il n'est pas important finalement de savoir que nous avons une histoire ancestrale qui n'est pas forcément, enfin une histoire tout simplement, qui n'est pas forcément reliée à la colonisation, et c'est peut-être pour ça que c'est important de savoir qu'il y a eu des reines africaines aussi, qui ont pu marquer l'histoire, qui ont pu influencer positivement les sociétés. Est-ce que c'est peut-être pas ça le point positif de s'identifier peut-être à des reines et à des impératrices, à des princesses, parce que vous ne pensez pas que finalement les petites filles, les jeunes filles noires qui ont grandi sans avoir de modèle identificatoire relié à de l'excellence, à un prestige finalement, en apprenant qu'il y avait aussi des reines africaines, quelque part il n'y a pas eu une fierté d'être africaine? Je remercie, je vais aller très vite parce que je suis tellement passionnée que souvent il faut pouvoir m'arrêter. Merci beaucoup, mais évidemment, je suis tout à fait d'accord. Ce que disait Madame, c'est quoi? C'est Francine, ça passera par l'éducation. Ça passera par ce que direz-vous, vous, à vos enfants. Bien sûr que vous n'allez pas leur apprendre, évidemment, ce que vous avez appris dans les livres d'histoire. Vous allez leur montrer autre chose. C'est normal. Vous allez leur donner peut-être plus des poupées noires que des poupées européennes pour trucs. Vous allez leur lire des histoires de reines. Donc, ça, c'est différent parce que vous avez eu la capacité de l'apprendre. Mais celles qui n'ont pas eu cette capacité, qu'est-ce qu'elles feront? Donc, évidemment que c'est très important de savoir qu'il y a eu des modèles. Nous n'avons rien inventé. Il y a eu des femmes qui l'ont fait. Ça a juste été coupé et c'est en train de revenir. Et ça revient où? Mais par des femmes comme vous et moi, comme Camille, tous les noms, et Longa, toutes ces femmes-là. C'est vous, c'est votre travail. Regardez le travail que vous faites, de nous présenter l'histoire. C'est du travail, c'est de la recherche. De dire que nous avons aussi des modèles auxquels nous pouvons nous identifier. Aujourd'hui, avant, maintenant et plus tard. Et le travail se fera sur nos enfants. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais bien répondre ici à... Je vais laisser Camille. Vas-y, Nancy, après toi, si tu veux. Non, mais c'est juste, je voulais en tout cas me positionner par rapport au point que Sarah a soulevé et que Francine a relayé. En tout cas, moi, je voulais me positionner, je vais me mettre en position intermédiaire et dire que je suis tout à fait d'accord quand Sarah dit qu'il faut moderniser le rôle et le modèle de la femme africaine tout en partant du rôle et du modèle qui était le nôtre. Et là, je rejoins Francine, quand Francine parle de l'importance de garder en mémoire cette inspiration que la femme africaine précoloniale peut insuffler à la nouvelle génération que nous sommes. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je me rappelle dans mes cours de géopolitique, et là, je vous parle en tant que diplômée de Sciences Po, on avait un cours qui était dédié à l'importance de la culture dans la géopolitique, la géostratégie des pays. Et on a longuement, durant ces années de cours, on a longuement passé des heures à analyser les films américains d'Hollywood, comment ces films étaient en train d'entretenir l'image, l'identité héroïque de l'homme blanc, en passant par comme tu as dit, des rôles fiction, des personnages fictifs, en partant par des histoires de mythologie. Hollywood investit des millions chaque année pour entretenir des histoires au sujet, même si ce n'est pas un mythe, l'histoire des Vikings, mais des personnages fiction liés aux Vikings, justement parce que c'est important d'entretenir l'histoire, ce mythe héroïque ou réel de l'identité de l'homme blanc et l'identité de facto de l'homme noir, de la femme africaine, parce que l'histoire de l'Afrique, la colonisation date il n'y a pas trop longtemps, il n'y a même pas 400 ans, alors que l'histoire de l'Afrique impériale, on parle là de plus de 4000 ans d'histoire. 4000 ans d'histoire par rapport à 400 ans d'esclavagisme et de colonisation, c'est une goutte d'eau dans la mare.
Et donc, pour moi, il est important que l'Afrique se focalise. Donc, d'où je rejoins Sarah et Francine et je me positionne au milieu en disant que les deux travaux sont importants. Moderniser le visage, la figure de la femme noire, de l'homme noir héroïque, de la femme noire héroïne et également entretenir le souvenir parce que c'est ça qui va insuffler du courage. Et quand Eva soulève la question des personnages fictifs pour encourager, éveiller les consciences, les Américains sont bien placés. Ils investissent des millions dans des rôles fiction de l'homme blanc en Superman, de la femme blanche en Xena la guerrière. On a, en termes de mythologie, le Tarzan, dans la jungle. Tarzan, là, c'est pour un peu dénigrer, enfin, pour dire que le seul survivant homme qui peut survivre et vaincre dans la jungle, c'est l'homme blanc. C'est lui le héros de la jungle et pas l'homme noir. Encore une fois, ce sont des mythologies que l'homme blanc invente pour justement donner du courage et passer le relais et garder le flambeau de la motivation, c'est-à-dire le règne de l'homme blanc doit perdurer et pour qu'elle perdure sur la scène internationale, il faut justement préparer la nouvelle génération. Et pour préparer la nouvelle génération, il faut commencer dès l'enfance avec des rôles fiction de Superman, de Xena la guerrière, de Wonder Woman, pour que, en grandissant, cette image de l'homme blanc invincible, de l'homme blanc qui écrase les autres, qui domine les autres, cette vision va être entretenue et va continuer à travers leur génération. Et c'est justement ce que nous manquons dans l'éducation en Afrique. En Afrique, on est encore calqué sur comme l'a dit Francine, sur le programme colonial. Le programme colonial de l'enseignement colonial, on est toujours là, dans le calendrier colonial. Au Congo, RDC, on nous apprend encore que nos résistants, nos héros, on les appelle des maquisards. Nous-mêmes, on continue de dénigrer nos héros. Et j'entends dernièrement ici en Jamaïque, la Jamaïque a décidé récemment d'introduire seulement maintenant dans l'enseignement primaire l'histoire de Marcus Garvey. Alors que, mieux vaut tard que jamais, alors que Marcus Garvey aurait dû déjà, ce sont comme on dit, comme beaucoup d'Africains disent, nous sommes des générations sacrifiées. Jusqu'à quand va-t-on sacrifier nos générations? Les générations sacrifiées, on les sacrifie déjà à partir de l'enseignement primaire. Quand déjà à la base de cet enseignement primaire, l'enfant noir n'a pas de référence, de modèle vers qui se référer, il va se référer alors vers le Superman blanc. Et comme, évidemment, c'est un mécanisme psychologique, devant son miroir, il voit qu'il n'est pas blanc. Du coup, il va être plutôt dans l'admiration, dans la soumission de ce super-héros blanc, Superman, Wonder Woman, Xena la guerrière, parce que justement, dans l'enfance, on ne lui a pas donné des repères, des points de référence à qui, lui, il peut se référer pour grandir dans l'estime de soi. Et moi, je l'ai appris dans mes cours de géopolitique pendant mes années de Sciences Po à l'université. Donc, pour vous dire à quel point c'est important d'investir dans la culture, d'entretenir l'identité de l'Africain, parce que l'Africain ne se résume pas à la colonisation, à l'esclavagisme. Entre 4000 ans d'histoire de l'Afrique impériale, avec des royaumes, des reines, des Candaces, des reines mères, des régentes, et 400 ans d'esclavagisme et de colonisation, je pense que la balance, elle est largement différenciée par rapport à toute cette histoire héroïque. Et ne pas oublier d'enseigner que non, c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, et pas seulement en théorie, ce n'est pas une simple théorie, ce n'est pas comme Nicolas Sarkozy l'a lamentablement décrit, l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire. Je crains que malheureusement, c'est lui qui n'est pas assez rentré dans l'histoire, Nicolas Sarkozy, en ayant une connaissance aussi, une culture générale, une connaissance aussi peu fiable sur l'Afrique. Dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, il oublie que Pythagore, Platon, Aristote, Thalès, tous les grands philosophes grecs ont été formés intellectuellement en Afrique, que ce soit dans la géométrie, les maths, les sciences, la chimie, l'astrologie, que ce soit dans la médecine. Pythagore, Thalès ont témoigné. Ils sont venus en Afrique. Ils ont eu des maîtres, des professeurs noirs. Ils l'ont même décrit à plusieurs reprises. Les mêmes ont décrit nos maîtres dans l'empire de Kemet.
étaient noirs comme du charbon. Ils avaient des cheveux crépus comme la laine de mouton. Donc, mes cheveux ici à moi, comme la laine de mouton. C'est Pythagore. Aujourd'hui, on nous parle du théorème de Pythagore. Or, Pythagore n'a rien inventé comme théorème. Et lui-même, il ne s'est jamais défini comme ayant inventé un théorème. Il a rapporté dans le monde occidental le savoir qu'il avait appris en Afrique, c'est-à-dire ce savoir qu'il a appris sur les mathématiques. Et après sa mort, on a imposé cette dénomination en disant c'est le théorème de Pythagore. Or, moi, je reviens et j'insiste, c'est très, très important d'entretenir l'image, la vraie image de l'Africain, celle d'il y a 4000 ans d'histoire impériale héroïque, et pas seulement rester focus sur les 400 ans d'échec ou de déclin. Merci. Madame Elonga, Madame Elonga. Oui, Marie-Paul. Madame Elonga, Marie-Paul, oui. Juste une seconde. 4000 ans de règne, 400 ans de déclin. Oui. Et malheureusement, les 400 ans ont fait un tellement grand lavage de cerveau que les 4000 ans ont été oubliés. Tout ce que vous avez dit, vous avez eu l'opportunité. Vous avez fait des études pour pouvoir aujourd'hui parler autant. Maintenant, comment rétablir cela? Comment est-ce que nos descendants vont apprendre cela? Comment aujourd'hui, si Nicolas Sarkozy dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, on ne peut pas nous prouver le contraire parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans une position pour ne pas lui prouver le contraire. C'est à ça que nous devons nous battre. Alors, merci Madame Marie-Paul Babli. Alors, je vais laisser Camille conclure du coup. Hein. Alors, avant de conclure, moi, je voulais déjà intervenir concernant tout ce qui a été dit. Moi, je pense que là, regardez, observons, nous sommes à des milliers de kilomètres les unes des autres. Nous sommes des femmes. Nous parlons de nos expériences selon nos connaissances, selon ce que nous savons de l'Afrique, selon ce que nous faisons. Nous organisons, enfin, nous sommes actives, chacune de nous, ce qui est déjà une très bonne chose par rapport à l'Afrique. Moi, je pense qu'à la sortie de cette conférence, il y a moyen de concilier nos idées, nos positions, même quand on ne parle pas de la même façon, parce que tout est à prendre. La position que nous avons aujourd'hui de femmes africaines ou d'Africains et tout, nous sommes à la conquête de notre histoire. C'est une histoire qui nous échappe. Comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche de longue haleine qui se fera de génération en génération et tout. Tout à l'heure, on est parti du principe que la femme africaine, à l'arrivée des colonisateurs, des occupants, au fait, a subi une déshumanisation autant l'homme africain l'a subi aussi. Comme disait Sankara, c'est à l'exploitation de l'homme que s'ajoute l'exploitation de la femme. C'est-à-dire, si l'humanité africaine prise ensemble n'avait pas été exploitée, encore moins occupée par les forces extérieures, nous n'aurons pas subi cela. Donc, il y a un lien de causalité, l'histoire qui est là, qui nous apprend et qui va nous apprendre comment répondre à cela. Je rajouterai aussi les femmes qu'on a vues et qu'on connaît, ou qui restent encore à découvrir et tout, doivent nous inspirer. Elles nous inspirent. Et si elles ne nous inspirent pas, c'est parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas informé, c'est parce qu'on n'a pas cette connaissance-là et tout. Et nous autres, notre rôle à nous, et la mission qu'on s'est donnée aussi à Tchad, et avec d'autres structures aussi, c'est justement de promouvoir cette histoire, c'est-à-dire populariser les enjeux africains de manière à ce que chaque Africain ou chaque femme africaine soit en mesure d'éduquer son enfant, c'est-à-dire à partir du sein, en fonction des enjeux qui nous touchent tous. Parce qu'on a vu que la femme africaine a perdu de pouvoir, mais aujourd'hui, posons-nous la question sur le pouvoir économique. On a tellement de femmes
qui font du commerce, on a des femmes entreprenantes, on a des femmes africaines qui sont dans nos marchés, etc. Et tout. Mais est-ce que cela forme un pouvoir économique? C'est-à-dire, on peut, nous, aujourd'hui, construire des nouvelles idées, c'est-à-dire proposer en fait des actions ou des nouvelles idées pour ramener la femme africaine à répondre à l'initiative historique pour que nous continuions notre histoire qui est glorieuse, qui est une histoire des valeurs et pleine d'humanité. Et cela ne se fera que par la conciliation des idées, par la multiplication des actions, qu'elles soient différentes, qu'elles soient des sensibilités différentes, mais si nous gardons à l'esprit l'objectif qui est commun, c'est notre humanité, c'est l'humanité, notre humanité africaine qui est en enjeu, en fait. C'est au-delà de ce que la femme aurait perdu, mais ce que la femme a perdu, ce que la femme africaine a perdu, en fait, ne devrait pas, en fait, l'écarter en même temps aussi de son rôle primordial et principal qui est celui de bâtir une société, qui est celui de bâtir et de fonder une famille selon les valeurs. Donc, pour conclure, en fait, mon intervention à moi, je pense que le travail se fera par le moyen de toutes les femmes, par tous les moyens que nous pouvons posséder, que nous avons à notre niveau et tout, mais seulement nous devons populariser ces enjeux-là, cette histoire-là, les populariser de manière à ce que même ceux qui sont au fait fond du Congo ou au fait fond du Cameroun et tout, c'est-à-dire la maman qui va cultiver son champ, doit avoir conscience que la guerre n'est pas terminée, c'est-à-dire que la situation d'humiliation ou la déshumanisation de l'Afrique continue, c'est-à-dire c'est un projet qui est en cours et nous, en tant que femmes, nous devons nous prendre position, c'est-à-dire supporter. Vous m'excuserez, hein, je ne voudrais pas dire de supporter l'exploitation que nous subissons aussi des hommes parce que c'est aussi des conséquences historiques. Comme on l'a bien démontré ici, moi je pense que nous en tant que femmes, on doit surpasser, c'est-à-dire reprendre le cœur là où l'humanité là de celle qui introduit les divins dans la création, de celle qui introduit l'ordre, de celle qui introduit l'harmonie, de celle qui introduit les valeurs. Donc c'est à nous en fait de le faire. Après, la question de moderniser la pensée féminine africaine, je ne pourrais me prononcer. Je crains seulement le mot modernité, c'est-à-dire ces mots-là me fait peur parce qu'il y a des éléments du présent qui influent. Il y a aussi les éléments de ce que nous avons subi aussi qui influent aussi sur la pensée actuelle de la femme que nous sommes, hein. Selon qu'on a été à l'école ou pas, moi je pense qu'il est possible de construire un modèle ou une pensée féminine africaine qui soit bâtie que sur nos valeurs à nous, que l'on ait été à l'école ou pas. C'est pas déjà l'école occidentale qui va rendre à l'Africain son humanité et ses valeurs, mais c'est des éléments importants qui vont nous permettre, nous, de pouvoir mettre ensemble des nouvelles idées ou des actions pour mener à bien ces missions qui nous concernent tous. Et avant de conclure, je voudrais juste savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait parler en dernier ou... Parce que je suis obligée de... Après, ce sera le dernier mot. Je vais prendre une seconde, si vous me permettez. Oui, c'est parce qu'il y a Anaya qui voulait vous poser une question. D'accord. Elle n'a pas su se connecter, mais elle envoie sa question par écrit. Je ne sais pas si vous avez le temps de répondre à sa question. Bien sûr, allons-y. Je découvre la question en même temps que vous, hein. Donc, oui. Il est possible que vous ayez déjà répondu. Donc, on va découvrir ensemble, pour être plus explicite, comment définir le statut de la femme dans un contexte culturel particulier, dans un environnement global mondialisé où les cultures dominantes fixent les normes et la tempo de leurs adoptions comme texte de loi.
Et puis, elle repose une question. Je donne les deux questions ou bien vous préférez? Oui. Donc, est-ce que la femme amazone de l'Afrique d'antan peut-elle renaître de ses cendres dans un contexte de mondialisation globalisée où les femmes africaines aujourd'hui se trouvent à élever leurs enfants sur le chemin classique du patriarcal au nom de la mondialisation qui nous impose les normes et modes de vie? Très bien. Donc, je viens de découvrir en même temps que vous. D'accord, c'est du pur juridique, donc ça sera très simple, surtout qu'on va conclure, donc je ne vais pas prendre du temps. Évidemment, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir justifier les actions qui ont été faites, il y a eu bien sûr une rétrogradation bien sûr économique et bien sûr il fallait se baser sur des thèses juridiques pour cela. Pour que la femme aujourd'hui, bien entendu, les conquérantes, on était dans des contextes de guerre et tout ça, les choses peut-être ne sont plus pareilles, mais nous sommes toujours dans une guerre, et une guerre psychologique, une guerre économique, une guerre culturelle pour les femmes. Pendant très longtemps, il nous a fallu beaucoup de temps pour accepter déjà nous-mêmes que nous étions des femmes très belles. Nous avions déjà comme référence des femmes européennes, on voulait toutes être minces, on voulait tout avoir, voilà, aujourd'hui des femmes noires s'éclaircissent la peau parce qu'il est bien d'être clair, on a toutes des longs cheveux, on a toutes des longues perruques, on fait tout, en fait on copie beaucoup, on continue à copier beaucoup les européennes, même si on s'affirme de plus en plus. Donc déjà ce combat-là, c'est à nous de le mener. La femme africaine retrouvera sa statue déjà lorsque elle-même, elle continuera à se prendre en charge et à se faire confiance elle-même. C'est le premier pas déjà. Ça passera peut-être par l'éducation, oui. Par l'éducation, on apprendra qu'il y a eu des non-dits, qu'il y aura eu des femmes conquérantes, oui. Mais la femme africaine déjà doit déjà s'apprécier. Elle a tellement été détruite à l'intérieur, elle a tellement été détruite dans son cerveau que déjà, il faut qu'elle puisse se regarder dans une glace et dire, voilà ce que j'étais, je peux le redevenir. Ça sera déjà le premier aspect. Et juridiquement, les règles se mettront en place. Des règles existent pour défendre les femmes. Des règles existent, en fait, pour le droit des femmes. Mais malheureusement, ces règles ne sont pas suivies. Lorsque des femmes auront accès à des appareils déterminants, lorsque des femmes pourront avoir le poids de pouvoir changer les donnes et tout ça, bien évidemment, c'est clair que bien sûr, les règles nous seront favorables. Le droit, aujourd'hui, sert ceux qui ont été vainqueurs. Et pour l'instant, nous sommes encore dans des situations, même s'il y a des révolutions qui se font, des femmes commencent à accéder à des postes très importants, mais ça reste encore des exceptions. Il faut que ça devienne des normalités. À partir de ce moment-là, nous ferons maintenant les règles comme il se le doit. Voilà. Donc, c'est tout un combat à mener. C'est souvent difficile parce que très souvent, le premier ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Je vois des femmes quotidiennement qui sont frappées dans leur foyer. Je vois des femmes violées, je vois des femmes sur le terrain. C'est une abomination. Et ces femmes-là, quand elles se tournent vers d'autres femmes, les femmes leur disent supporter, il faut tenir. C'est normal, c'est le rôle de la femme. Parce que déjà, si ta mère t'a appris ça, si ta grand-mère t'a appris ça, tu ne feras que reproduire la même chose. Parce que tu penseras que c'est la normalité. À force de couper le dos pendant très longtemps, on finit par ne plus se relever. Il faut juste qu'on sache que maintenant, nous avons la capacité de pouvoir nous relever. Et c'est le travail que nous devons faire. Insuffler par ce que vous êtes en train de faire. Insuffler pour dire à des femmes, ce n'est pas normal de se faire taper. Ce n'est pas normal d'accepter, d'être discriminé. Ce n'est pas normal qu'on vous coupe une partie du clitoris parce que vous n'avez pas le droit de pouvoir aussi profiter du bonheur sexuel. Ce n'est pas normal qu'on vous force à 13 ans d'être marié. Ce n'est pas normal qu'un père dise à sa fille, non, toi, tu n'iras pas à l'école parce que je dois te marier. Tout ça, ce n'est pas normal. Une femme est aussi un être humain. Il faut juste qu'elle puisse pouvoir prendre ses propres décisions. Qu'est-ce qui me plaît? Je veux juste exister. Et c'est ça notre combat. Merci beaucoup. Merci, maître. Merci, Marie-Paul. C'est tellement édifiant que j'en reviens à votre titre de... je laisse Camille qui modère. J'étais tellement édifiée par votre apport. Camille? Camille? Ouais, j'avais le micro coupé. Donc, merci Marie-Paul. C'était une intervention vraiment riche
j'ai beaucoup appris, j'ai pris des notes et je pense que c'est le cas aussi des gens qui nous ont suivis et qui nous suivent. Donc, en conclusion, moi, je dirais que chacune de nous déjà ici présente répond à de nombreuses problématiques qui ont été citées ici. Le Tchad comme structure y répond aussi par la promotion de l'histoire africaine. Donc, en conclusion, moi, je dirais qu'il faut s'éduquer, il faut s'informer, il faut que nous, femmes, éduquions nos enfants dans ces processus-là, avec cette conscience-là politique, géostratégique qui concerne nos terres, mais aussi dans une conscience spirituelle, parce que tout à l'heure, on a évoqué le fait que la religion avait permis à la femme africaine d'être écartée de son rôle et de sa place. Donc, c'est que par l'éducation et en faisant ce que nous faisons comme ce que nous faisons là maintenant et ce que nous allons devoir faire pour les prochaines fois et pour le prochain live. Surtout, sensibilisons les femmes pour que la prochaine fois que nous ayons plus de femmes à nos côtés, pourquoi pas chacune de nous pour la prochaine fois que nous pouvons nous lancer ces défis-là, de ramener au moins 5 personnes chacune dans ces lives parce que c'est des questions qui touchent la femme africaine que nous sommes et c'est des questions que nous devons porter au quotidien et les vivre. Donc, plus il y a des idées, plus nous aboutirons à un idéal féminin ou même idéal humanitaire en ce qui concerne l'Afrique. Donc, plus il y a des idées, plus nous pouvons faire des actions et répondre à ces problématiques-là et rendre à l'Afrique sa fierté et ses couronnes. Je vous remercie. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Yeah, thanks, bye. Bye-bye, Francine. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Thanks. Okay. Oh, avant de partir, je voulais m'excuser de la part de Christelle. L'honorable Christelle a eu le problème de connexion à Kinshasa. Elle m'a appelé au moins 3 fois directement comme ça passer. En fait, parce que le WhatsApp et l'Internet, ça ne passait pas. Elle vient de s'excuser pour ça. Yeah. Okay. Bye bye, everybody. Au revoir. Thank you. Bye. Nice. Au revoir. Bye. Thank you.